Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oui, contre toute attente, plus d'un an après la sortie de ma vidéo sur Doro et Doro, j'ai décidé de vous proposer à nouveau du contenu. Et moi, ce que j'aime bien regarder en fait sur le YouTube manga, c'est notamment les vidéos Mangatech. Je trouve ça toujours très intéressant de voir ce que les gens lisent et collectionnent. Étant moi-même un collectionneur, j'avais envie un petit peu de vous présenter les titres qui me tiennent à cœur. Donc à ce jour, début 2022, je possède environ 1500 tomes. C'est pas le fruit d'achats compulsifs, ça fait plus de 10 ans que je collectionne et j'ai notamment vendu pas mal de séries depuis 2 ans pour essayer d'affiner au maximum ma collection et d'avoir vraiment une collection qui me ressemble. La vidéo risque d'être assez longue parce que j'ai envie de vous parler de chaque titre, de vous dire un petit peu rapidement tout de même, mais de quoi ça parle et ce que je pense de la série. Donc voilà, il pourrait que ce soit un petit peu long et dans ce cas-là, je splitterai peut-être la vidéo en plusieurs parties. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire en termes de présentation et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Merci. お前はもう死んでいる。何？Du coup, on commence avec la petite bibliothèque d'appoint et les 6 premières boxes de Kingdom. Donc ça représente 60 tomes. Il y en a actuellement 62 qui sont sortis et il faut que je renouvelle mon abonnement pour prendre les 2 derniers. C'est une œuvre historique romancée. C'est l'histoire de la réunification de la Chine. Donc c'est un titre avec des grandes batailles, des stratégies militaires et politiques. On y suit l'ascension de Shin, un jeune esclave qui rêve de devenir un grand général. C'est vraiment une grande épopée. Le trait de Yasuhisa Hara, il est vraiment magnifique. Pour moi, il fait partie des meilleurs en termes de dessin sur ce qu'on trouve en ce moment. Voilà, après je vais pas en dire beaucoup plus sur Kingdom parce que c'est très connu, mais ce que je peux vous dire c'est que vraiment sa réputation elle est pas du tout usurpée. Donc si vous n'avez pas encore commencé Kingdom, vous pouvez y aller. Ensuite, on a Ares, c'est un autre titre qui est édité par Meian. J'ai la première box, il y en a 3. En tout, il y a 26 tomes. C'est un titre que j'avais déjà commencé chez Bouquin Manga il y a pas loin d'une dizaine d'années maintenant, je pense. Ça avait été édité une première fois chez nous et ça avait été stoppé en plein milieu parce que Bouquin Manga en fait avait fait faillite tout simplement. Du coup, à l'époque, je pensais jamais le retrouver chez nous, donc j'avais lu l'intégralité du titre en ligne, mais finalement, voilà, en sachant que c'était réédité par Meian, j'ai quand même décidé de me les prendre, tout simplement pour soutenir le titre, parce que c'est vraiment un titre que j'apprécie. On est sur des thématiques qui sont assez proches de Kingdom, à la différence qu'on est vraiment dans un univers fictif cette fois, et on suit en fait l'ascension de 3 jeunes recrues au sein d'une troupe de mercenaires. Les dessins, ils sont beaucoup moins beaux que Kingdom, hein, on va pas se mentir, mais ils sont très nerveux et ça sert vraiment bien le titre. Donc franchement, si vous aimez Kingdom, on est sur des thématiques qui sont assez proches, avec des batailles, avec un mélange un peu militaire et politique. C'est une très belle épopée aussi, donc franchement, je vous le conseille si vous aimez Kingdom. À côté, on a un petit peu des titres plic-ploc. Donc on a la seule BD que j'ai dans ma collection, les Informes de Garnido, c'est vraiment un très beau, une très belle BD, c'est un très bel objet, les dessins ils sont vraiment magnifiques. Voilà, c'est pas trop l'objet de cette vidéo-ci, mais c'est vraiment une grande BD. À côté, on a quelques volumes du magazine Atom, donc un magazine spécialisé sur le manga pour ceux qui ne connaissent pas. Je j'ai pas d'abonnement ou quoi, donc j'ai pas tous les numéros. Je prends en fait en fonction des thèmes qui sont abordés, si ça me plaît ou pas. Voilà. Et à côté, j'ai quelques titres que j'ai ramenés du Japon, des petits tomes plic-ploc aussi de séries que j'aime bien. Donc on a 2 Shonen Jump et ensuite on a quelques tomes un ou d'autres tomes en fonction de ce que je trouvais. Et c'est assez marrant de souligner que on a pas mal de ces titres qui à l'époque n'étaient pas édités chez nous en France. Donc j'y suis allé en 2018 et depuis on en a pas mal qui sont apparus chez nous en fait. Bah, par exemple Kingdom qu'on vient de voir.
On a aussi Karakuri Circus qui vient d'être annoncé chez nous aussi, c'est chez Meian. Et ça, vraiment, c'est top. J'ai trop hâte d'avoir Karakuri Circus chez nous. On a aussi Dans le sens du vent qui est arrivé chez nous depuis. Et je crois que c'est tout. Et voilà, un petit peu. Grand Blue aussi, ouais. On a aussi Grand Blue, aussi édité chez Meian, qui n'était pas encore sorti chez nous et que franchement, je désespérais un petit peu de voir. Donc j'avais pris aussi un tome au Japon. Donc voilà pour cette première rangée. Donc on continue sur l'étagère du dessous avec Noura le Seigneur des Yokai. Donc c'est l'intégrale en 25 tomes. C'est un shonen sur l'univers des yokai. On y suit l'héritier en fait d'un clan ancestral de yokai dans sa quête pour prendre les rênes du clan et en devenir le commandant suprême. C'est un bon shonen, il est efficace, il est bien dessiné. C'est pas un incontournable, mais si vous aimez un petit peu tout ce qui est folklore japonais, univers de yokai, etc., c'est quand même un bon titre que je vous recommande. Après, si c'est pas trop votre délire, ouais, c'est pas un titre incontournable. Après ça, on a un autre shonen, c'est Tenjin. Donc j'ai aussi l'intégrale en 14 tomes. C'est, c'est un shonen en fait que je vois nulle part. J'ai jamais vu dans des vidéos Mangatech ou autre quelqu'un qui présentait ce titre-là. C'est en fait un shonen où on suit un adolescent au Japon, un adolescent voire un jeune adulte en fait, c'est un étudiant dont le rêve c'est de suivre les traces de sa famille, de son père, de son grand-père et de devenir un pilote de chasse. C'est un très bon shonen aussi. Je pense particulièrement pour ceux qui ont peut-être un attrait pour cet univers un petit peu d'aviation, etc. Euh, J'avais des espoirs assez élevés sur ce titre. J'avais vraiment l'impression, il était en fait dans mes wishlist depuis longtemps quand j'en ai fait l'acquisition. J'avais l'impression que ça allait être vraiment un titre extrêmement marquant et je dois avouer qu'il lui manque un petit quelque chose vraiment pour en faire un grand titre. Donc c'est pas forcément un manga que je vais recommander à tout le monde, mais en tout cas si les thématiques vous intéressent, c'est vraiment un chouette titre quand même. Ensuite, on enchaîne sur Golden Kamuy. Alors Golden Kamuy, j'ai 14 tomes sur 23 ou 24 actuellement en France, je sais plus. En fait, c'est un titre qui m'intéressait énormément à ses débuts. Je voulais vraiment le prendre dès qu'il a commencé. Finalement, j'ai un petit peu raté le coche, donc j'ai attendu. Après ça, j'avais eu des retours sur certains volumes, des retours pas forcément hyper bons, notamment par rapport au fait que parfois, apparemment, l'humour est particulier, etc. Ça m'avait un petit peu refroidi, honnêtement, donc je l'avais un petit peu mis de côté, mais toujours quand même en gardant un œil dessus sur son évolution. Et puis là, récemment, je me suis quand même dit qu'il fallait vraiment que je l'essaye. En plus, les retours sur les derniers tomes, ils sont vraiment bons. Et puis, je suis intéressé en fait par les thématiques du titre, ce mélange un petit peu entre chasse au trésor, euh, une présentation de la culture Ainu, ce peuple de l'île d'Hokkaido au Japon. C'est vraiment quelque chose que j'ai quand même envie de découvrir. Donc voilà, j'ai fini par me laisser tenter. J'ai pas encore commencé ma lecture, donc voilà, peut-être que j'en parlerai sur Instagram ou autre quand j'aurai commencé à lire le titre. Je pense quand même qu'il va me plaire. Et enfin, pour terminer cette partie-là, on a le tome 1 de Kitaro de Shigeru Mizuki. Donc là, on est vraiment sur une œuvre patrimoniale en fait. Kitaro, c'est vraiment une référence de Mizuki, qui est un grand auteur un petit peu de l'époque Gekiga, et qui est vraiment celui qui s'est ultra spécialisé dans le domaine des yokai. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Je voulais le découvrir un petit peu en fait pour ma culture personnelle. Je ne sais pas vraiment si je vais continuer après ça. Je crois que, alors clairement l'œuvre elle est finie depuis longtemps. Je pense qu'il y a 10 ou 11 tomes. Donc à voir. J'attends de lire ce premier tome qui est édité chez Cornelius pour me faire un petit peu un avis et voir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Mais clairement c'est un titre qui m'intéressait par sa dimension patrimoniale aussi. Et on enchaîne avec les 25 tomes actuellement sortis chez nous de Yukyu Holder, donc une série de Ken Akamatsu. C'est en fait la suite de Nejima, dont j'ai aussi l'intégrale en 37 tomes, mais ça vous le verrez un petit peu plus tard. J'avoue que je sais pas trop quoi dire sur cette série parce que je suis pas à jour dans ma lecture. J'ai, j'ai plutôt bien accroché au début, mais sans que ce soit non plus exceptionnel. Par contre, j'aime beaucoup Nejima, donc c'est pour ça que je
je voulais tester la suite Yuki Holder. Maintenant, j'ai quand même entendu que les derniers tomes, apparemment, ça partait un petit peu en couille. Donc à voir ce que ça va donner. Ce qui est bien, c'est que c'est bientôt terminé en fait chez nous. Ça vient de se terminer au Japon, je crois, en 27 ou 28 tomes. En tout cas, ça fera moins de 30 tomes, c'est sûr. Donc la série va bientôt s'achever. Je pense que je vais pouvoir la lire et me faire un avis définitif dessus. On enchaîne ensuite avec les 27 tomes actuellement sortis chez nous pour Yamada-kun and the Seven Witches. C'est une série qui va très très bientôt se terminer. Je pense qu'elle va faire 28 ou 29 tomes. C'est un titre que j'aime bien. C'est une rom-com. J'en ai pas beaucoup dans ma collection. C'est pas mon genre de prédilection pour être honnête, mais celle-ci je l'aime vraiment bien. C'est un titre avec un côté surnaturel en fait que j'aime, qui me plaît. C'est plutôt bien géré, ça se renouvelle bien. Les personnages ils sont sympathiques à suivre. Après, c'est un titre que j'ai découvert dans mon adolescence, donc j'y ai aussi un attachement un petit peu qui est lié à ça. Et le côté surnaturel, je trouve, il prédomine vraiment sur le côté rom-com. On appréciera d'ailleurs le très beau travail éditorial de Delcourt Tonkam et ce changement au niveau de la tranche des tomes en plein milieu. Ça, c'est toujours un plaisir, mais bon, vous connaissez, je pense. C'est une œuvre assez légère, voilà, c'est pas prise de tête, on passe un bon moment. Je la recommande à tous ceux qui sont fans en fait de rom-com. Si vous êtes fan de rom-com, je pense clairement que c'est un titre qui devrait vous plaire. Et ensuite, on enchaîne avec une autre rom-com. Donc là, on va avoir vite fait le tour des rom-com que je possède dans ma collection. C'est The Quintessential Quintuplets. C'est un peu dur à dire, pardon. Là, cette fois-ci, on est sur une vraie rom-com. On n'a pas un côté surnaturel ou autre dans le titre. C'est un titre que j'avais commencé à lire en scan, pour être honnête, avant qu'il soit édité en France, et j'avais plutôt bien accroché. Donc quand il a été annoncé chez nous, j'ai arrêté ma lecture et j'ai attendu que les tomes paraissent. Donc là, j'ai pas vraiment commencé à le lire, mais voilà, je sais que c'est une rom-com qui est plutôt solide. Elle va bientôt être terminée, elle va faire autour d'une quinzaine de tomes, 14 ou 15 je crois. Donc c'est un titre dont on aura la fin chez nous en 2022 vraisemblablement. Donc j'attends en fait tout simplement d'avoir le dernier tome chez nous pour entamer ma lecture. Mais c'est clairement un titre que je recommande aux fans de rom-com et je pense d'ailleurs que la plupart des fans de ce genre l'ont déjà dans leur collection. Et ensuite, donc ce sera le dernier titre sur cette petite bibliothèque-là, c'est Maggie, intégrale en 37 volumes. Là, vraiment, on est sur pour moi un excellent shonen. À mon sens, il a très peu à envier en fait à des titres qui sont bien plus connus que lui. C'est un titre dans un monde fictif mais qui est très inspiré du nôtre, notamment avec ce côté un petit peu Moyen-Orient, Mille et une nuits, qui est très sympa. C'est aussi un shonen un peu plus profond, avec des vraies réflexions sur des questions telles que comment gouverner un peuple, ou ce genre de choses. On a un aspect en fait politique, voire même géopolitique, qui est très fort dans l'œuvre, mais malgré tout, le côté Neketsu, avec des combats, des pouvoirs, etc., il n'est pas en reste. C'est vraiment un excellent shonen, à mon sens. Si vous aimez ce genre de titre, vous pouvez vraiment y aller sans hésiter. C'est un titre que je vous recommande. Et donc, on entame cette deuxième bibliothèque avec 3 œuvres de Arai, qui est un manga que j'apprécie vraiment et qui brille particulièrement dans ses adaptations d'œuvres déjà existantes. Là, on commence avec Arago, la première des 3. C'est l'intégrale en 9 tomes. C'est plus édité chez nous malheureusement, plus commercialisé en tout cas. Et c'est la seule œuvre originale du lot. C'est un mélange un petit peu d'enquête et de fantastique, c'est un shonen. Et en fait, on se trouve dans un Londres daté, dans lequel 2 jumeaux dont les parents ont été assassinés par un serial killer, ils vont prendre en fait des chemins différents pour le retrouver et accomplir leur vengeance. Je dirais que c'est la moins bonne série des 3, mais ça reste une œuvre qui est pas dénuée de qualité. Après, ma lecture, elle remonte vraiment beaucoup, donc il faudrait que je la relise pour vous donner un vrai avis sur ce titre. Ensuite, on enchaîne avec Darren-chan, l'intégrale en 12 tomes. Malheureusement, elle est plus commercialisée non plus chez nous. C'est une adaptation d'une saga de romans fantastiques d'un auteur irlandais. C'est l'histoire en fait d'un enfant, tout ce qu'il y a de plus normal, qui va à la suite de différents événements devenir l'assistant d'un vampire et devoir s'acclimater
à ce nouveau mode de vie, tout simplement. Et c'est bien que ce soit un shonen, c'est un manga qui va pas épargner son héros, qui va vraiment être confronté à différents événements tragiques et qui va véritablement devoir grandir beaucoup plus vite que ce qu'il aurait dû normalement. C'est vraiment un titre qui m'a réconcilié un petit peu avec les histoires de vampires, parce que c'était vraiment pas un sujet qui m'intéressait de base. C'est un titre, pour le coup, c'est vraiment le titre de Arai que je vous recommande. C'est un titre très riche avec un scénario passionnant, plein de rebondissements, toujours d'une très grande justesse. C'est un titre qui a un peu différents degrés de lecture. Il saura être apprécié par un enfant, mais aussi par un adulte. La conclusion est très bonne. C'est vraiment un excellent shonen en fait. Il fait partie de mon top 20 facilement. C'est un très bon manga que je vous recommande. Et ensuite, on enchaîne avec Les Misérables. C'est l'intégrale en 8 tomes. C'est l'adaptation de l'œuvre de Victor Hugo. Mais celle-ci, j'en ai fait l'acquisition il n'y a pas trop longtemps. Je ne l'ai pas encore lue, donc voilà, je ne peux pas encore vous en parler. En tout cas, les retours que j'ai eus sont excellents. On enchaîne ensuite avec l'intégrale en 11 volumes de Crossroad. C'est un shonen assez original qui commence à dater un petit peu, que je vois jamais dans les mangatech. Après, il faut dire que c'est pas un incontournable pour le coup, mais c'est un titre auquel j'étais attaché quand même quand j'étais adolescent, que j'avais bien apprécié. Faudrait que je fasse une nouvelle lecture. Après, je sais pas si ça lui rendrait forcément hommage. C'est plus commercialisé non plus. Pour l'histoire, en fait, on se trouve dans un monde dans lequel qui est extrêmement en avance technologiquement. Et en fait, à tel point que les vêtements sont devenus des armes de pointe grâce à des technologies de nanomachines très poussées. Et on suit en fait deux jumeaux, donc un apprenti tailleur et sa sœur jumelle, qui se lancent un petit peu dans une quête à la recherche un petit peu de leurs origines, etc. C'est assez intéressant. Après, clairement, c'est pas un incontournable. Ma lecture date beaucoup, donc mon avis peut être un petit peu biaisé. Mais voilà. Et on enchaîne encore avec Mary Grave, l'intégrale en 5 tomes. Cette fois-ci, on est vraiment dans un monde de fantasy. Et on suit la quête de Sawyer, le personnage principal, qui part à la recherche d'une liste interminable d'ingrédients pour ressusciter son épouse. C'est un pitch assez original, je dois dire. C'est une histoire qui est à la fois drôle, touchante, voire parfois très triste. Et il y a cette espèce de nostalgie constante qui berce le titre. C'est vraiment un très bon shonen, assez court. Son seul défaut, c'est que clairement, au Japon, il a été stoppé brutalement, et donc on a une fin qui est un petit peu rushée. Mais honnêtement, le voyage en vaut le détour, c'est un titre qui m'avait beaucoup plu. Et on termine avec Manchuria Opium Squad. Là, on est clairement sur une nouveauté de 2022. J'ai le premier tome, c'est le seul qui est sorti chez nous actuellement. C'est une nouvelle série avec au dessin l'auteur de Full Drum, qui est une autre série que j'ai et que je vous présenterai un petit peu plus tard, sûrement dans la deuxième vidéo. Le tome 1 était très sympa. Ça nous parle en fait d'un jeune soldat japonais en Mandchourie qui, suite à un accident, va plus être capable de combattre et va en quelque sorte comment dire, il va trouver un autre moyen de subvenir aux besoins de sa famille qu'il a suivi en Mandchourie et devenir un baron de l'opium. Ça a l'air assez sombre, mais vraiment intéressant, donc voilà, à découvrir. On enchaîne sur la rangée du dessous, et je vais essayer de parler un peu moins, sinon la vidéo elle va durer 10 heures, littéralement. Avec Inspecteur Kurokoshi, l'intégrale en 23 tomes. Que dire à part que c'est tout simplement mon thriller préféré, c'est un incontournable de ma collection. C'est l'histoire d'un flic en fait complètement corrompu qui combat lui-même la corruption des politiques et de la police au Japon. C'est génial tout au long de ces 23 tomes. C'est vraiment une très très grosse qualité, le scénario est ultra maîtrisé, il n'y a jamais de baisse de régime. L'inspecteur Kurokoshi en lui-même, il est vraiment au panthéon de mes personnages préférés. Si vous aimez les mangas d'enquête, les thrillers, les mangas policiers, c'est vraiment un titre que vous devez avoir, je vous le recommande très très chaudement. On enchaîne ensuite avec deux titres qui sont l'adaptation de deux volets différents d'un même jeu vidéo, donc Suikoden. On a Suikoden 5 et Suikoden 3, les intégrales en 4 et 11 tomes respectivement. Donc c'est deux titres d'Heroic Fantasy. J'ai vraiment plus de souvenirs par contre de Suikoden 5 parce que ma lecture elle date beaucoup
Par contre, ce que je peux vous dire sur Suikoden 3, c'est que c'est un excellent titre où l'on suit en fait deux personnages au cœur d'une guerre entre deux clans et chacun de ces personnages appartient en fait au clan opposé. Donc on va avoir vraiment les deux points de vue différents. Et c'est un très très bon manga d'Heroic Fantasy que je vous recommande, d'autant plus qu'actuellement il y a une réédition en format double, donc ça pourrait vraiment être le bon moment pour se lancer dans la série parce que sur cette édition simple, il y a des tomes, je pense, qui doivent être compliqués à trouver. Après, on enchaîne sur Grand Blue, donc les 6 tomes qui sont actuellement sortis en France. C'est l'une, si ce n'est ma comédie préférée du moment, sur un fond de plongée. On suit en fait une bande d'étudiants qui sont complètement débilos, qui sont membres d'un club de plongée. Et l'humour, voilà, il est un peu débile clairement, mais il fonctionne tellement bien. Moi, je me marre littéralement à chaque tome. Les personnages, ils sont super attachants. Euh, alors certes, c'est une comédie avant tout. Il y en a qui lui reprochaient pardon, un petit peu le fait que c'était vendu comme un manga qui traite de la plongée, etc. Alors que c'était surtout une comédie. Donc c'est vrai, c'est surtout une comédie, mais pour autant, les petites pauses un petit peu plus contemplatives sur la plongée, elles sont vraiment intéressantes. C'est un très bon équilibre, moi je trouve. C'est un excellent manga que j'attendais de pied ferme en France. Je vous le recommande. Et ensuite, on enchaîne avec Fenrir. Donc les 3 tomes actuellement sortis en France. Le tome 3, je ne l'ai pas encore lu parce qu'il vient tout juste de sortir. C'est l'histoire romancée de Temujin, aussi connu sous le nom de Gengis Khan. Donc c'est le fondateur, historiquement le fondateur de l'Empire mongol, le plus vaste empire continu de tous les temps. C'est clairement, pour moi, ça a clairement des vibes Kingdom, mais dans une zone géographique différente. Et la grosse autre différence, c'est que la série, elle va être très courte comparée à Kingdom. Elle va faire seulement 4 ou 5 tomes. J'ai été un peu surpris en l'apprenant parce que pour moi, c'était une série qui pouvait être très longue. Mais voilà, le début, il est très sympathique en tout cas. Donc, si vous aimez ce genre de titre un petit peu historique romancé, hein, clairement, bah, c'est un titre que je vous conseille également. Et on passe maintenant à mon étagère spéciale Yellow Tanabe, qui est à nouveau une autrice que j'aime énormément. Donc là, on a ces 3 titres qui sont sortis en France. On commence avec la masterclass du lot, donc c'est Kekkaishi, l'intégrale en 35 volumes. C'est pour moi l'un des tout meilleurs shonen du marché, il est incontournable. On est à nouveau dans ce thème des yokai, et contrairement à Noura dont je vous parlais avant, là vraiment on est sur un titre que je recommande à tout le monde, que vous aimez un petit peu cet univers folklorique japonais ou pas. Il fait clairement partie de mon top 20. Malheureusement, il est plus commercialisé et il cote énormément, donc ça peut vraiment être difficile de mettre la main dessus, mais si un jour vous voyez une offre correcte, franchement, jetez-vous dessus. On suit en fait Yoshinori, c'est un jeune exorciste, ou Omnyoji, enfin ça dépend comment vous voulez l'appeler, dans son combat contre tout ce qui est force surnaturelle au Japon. On a un pouvoir très original, très bien exploité, des personnages qui ont un véritable développement. La narration, elle est super bien maîtrisée, elle alterne entre action et vie quotidienne. L'intrigue se renouvelle super bien, c'est plein d'humour. C'est tout simplement une grande œuvre en fait pour moi. Dommage que ce soit si compliqué de mettre la main dessus. J'espère qu'il y aura une réédition un jour pour qu'elle puisse être découverte par le plus grand nombre parce que vraiment c'est un titre génial quoi. Après, on enchaîne avec Birdman, c'est l'œuvre en cours en France de Yellow Tanabe aux éditions Vega. C'est terminé en une quinzaine de tomes au Japon. Là, actuellement, j'ai 8 sur les 9 tomes qui sont sortis en France. Le tome 9 vient de sortir, donc il faut que je le prenne. On est sur une histoire un petit peu plus classique, un petit peu avec des ados qui se découvrent des pouvoirs un peu type super-héros. Je veux pas trop en dire pour pas trop spoiler. D'autant plus que moi, j'ai lu que 2 tomes en fait, parce que suite à la pause au début du confinement de Vega avec le rachat de Dupuis, etc., j'ai pas repris la lecture. Mais je sais que clairement, avec Yellow Tanabe, on est sur une valeur sûre. Donc j'ai continué l'achat et je pense peut-être que je vais attendre d'avoir tous les tomes avant de le lire d'une traite. Et enfin, on termine avec le one-shot Lowser in the End of the World aux éditions Shiba. C'est mon seul titre de cette maison d'édition, mais ils n'ont pas sorti beaucoup de titres. C'est un très bon one-shot. Il est vraiment intéressant dans son scénario, dans les messages un petit peu qu'il veut adresser. C'est très bien pour découvrir en fait le travail de Yellow Tanabe, c'est très bien dessiné. Donc si vous avez envie un petit peu de découvrir Yellow Tanabe, c'est un titre que je vous recommande aussi.
Et on enchaîne avec l'intégrale en 23 tomes de Doro, ainsi que son guidebook en japonais et l'artbook Mud and Sludge, qui est un objet magnifique. Si vous aimez la série, je vous le recommande. C'est tout simplement mon œuvre favorite, une œuvre vraiment que j'aime énormément, qui a changé mon rapport au manga. J'ai fait une vidéo sur Doro que je vous recommande aussi. Elle est sur ma chaîne, c'est la seule autre vidéo, donc vous devriez pas avoir trop de mal à la trouver. Du coup, je vais pas m'étendre sur ce manga, vous pouvez aller voir la vidéo s'il vous intéresse. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que Kyo Yashida, c'est une autrice de génie, que son travail il est unique. Et j'attends de pied ferme Die Dark chez nous, qui va sortir en mars, donc c'est sa nouvelle série. J'ai trop hâte de la voir. On enchaîne ensuite avec les 20 tomes actuellement sortis de Beastars. Beastars, c'est aussi un titre que j'aime énormément. C'était ma nouveauté préférée de l'année 2019. C'est un titre vraiment unique qui a su trouver son public en fait chez nous et c'est un moindre mal tant le titre il est d'une grande qualité. C'est un titre qui via le prisme en fait des animaux anthropomorphiques, il aborde de très nombreux thèmes sociétaux qui sont communs à notre société. On suit principalement les aventures de Legoshi, le loup gris, et son combat face un petit peu aux injustices de ce monde-là. Il y a notamment l'opposition entre herbivore et carnivore qui est au cœur des enjeux du titre et qui est toujours menée avec beaucoup d'intelligence. Beastars, c'est un titre, moi, que je trouve tout simplement brillant. L'univers, il est ultra bien pensé. La galerie de personnages, elle est géniale. L'éventail de sujets abordés, il est large, mais le traitement est toujours juste. Donc vraiment, c'est un titre que je vous recommande très chaudement. Et en plus, il ne reste plus que 2 tomes à sortir en France. On va bientôt avoir la fin. Ça va faire tout drôle, mais j'ai trop hâte de la voir. Donc lisez Beastars. Et on enchaîne avec tout à droite le volume 1 de Beast Complex. C'est un petit peu un complément à l'œuvre Beastars. C'est une compilation d'histoires courtes. Je crois qu'il va y avoir 3 tomes. C'est plus dispensable que Beastars, mais si vous aimez Beastars, je pense que vous allez adorer Beast Complex. On voit vraiment que l'autrice Paru Itagaki, elle avait plein d'idées pour son univers. Et c'est juste hyper intéressant de voir comment elle retranscrit des histoires banales, mais adaptées à cet univers particulier. C'est une chouette lecture. Et on enchaîne à nouveau avec un très très gros morceau, avec 3 titres de Kazuhiro Fujita, c'est juste mon auteur préféré. Donc on a Moonlight Act, Springald et Ghost and Lady. C'est un auteur dont franchement je suis totalement fan, notamment de son trait qui est complètement fou, de son incroyable inventivité. Je suis très content d'ailleurs d'avoir appris récemment son retour avec presque son titre phare, hein, Karakuri Circus, chez Meian, dans son édition de luxe qui va arriver en mars normalement. C'est un titre qui avait déjà été édité chez nous dans les années 2000, il avait été abandonné en plein milieu. Je l'avais lu en scan à l'époque, une petite moitié, tout simplement parce que je désespérais de le voir arriver chez nous un jour. Et donc là, je suis super content de me dire que je vais bientôt pouvoir le découvrir dans des super bonnes conditions. J'ai trop hâte. Du coup, Moonlight Act, j'ai l'intégrale en 29 tomes, ça s'est terminé cette année. C'est juste l'un des meilleurs shonen qui m'était donné de lire. On suit l'histoire de Gecko, qui devient exécuteur du Moonlight Act malgré lui. Ça consiste en fait à corriger les personnages de contes qui sont devenus fous suite à ce qu'on appelle un coup de lune. C'est un concept du manga que vous découvrirez si vous le lisez, et qui ont envahi le monde des humains. C'est inventif, c'est beau, les personnages ils sont ultra intéressants et charismatiques. C'est juste en fait une très grande œuvre que je recommande. Par contre, attention, certains tomes commencent à être difficiles à trouver, donc si vous voulez vous lancer dans Moonlight Act, il ne faut pas attendre, il faut y aller. On enchaîne avec les deux œuvres du Black Museum, dans la très belle édition de Kiyun. On a d'abord le one-shot Springald, c'est le plus dispensable des deux, mais ça reste un très bon titre que je recommande à tout le monde, que vous aimiez Kazuhiro Fujita ou pas en fait. Pour un one-shot, on est quand même sur du très solide. On suit en fait, c'est un titre qui va nous mettre sur les traces de Jack l'Éventreur dans un Londres victorien. Et ensuite, on a le diptyque Ghost and Lady qui raconte l'histoire romancée du personnage réel Florence Nightingale, qui est la première infirmière moderne. C'est un grand titre, c'est un récit touchant, très puissant. C'est une parfaite porte d'entrée pour découvrir Fujita. Moi, je vous le recommande très chaudement, c'est mon diptyque préféré. Derrière, on a Glouton et Dragon, les 9 tomes actuellement sortis en France. Le tome 10 va pas tarder à sortir. C'est un titre d'une autrice, Ryoko Kui, qui ne paie pas de mine, mais franchement, c'est juste ma meilleure découverte de 2021. Je vais pas vous donner trop de détails parce que si je suis un petit peu courageux, ma prochaine vidéo
ce sera justement sur Glouton et Dragon. Ce que je peux vous en dire, c'est que vous arrêtez pas forcément aux 3 premiers tomes, qui sont très sympathiques, mais voilà, peut-être que ça manque un petit peu de fil rouge, etc. Mais vraiment, à partir du 4e tome, on se rend compte que les enjeux, en fait, ils sont bien plus profonds que ce que l'on pensait, que ça manque pas du tout de relief. C'est un style graphique au vibe un petit peu occidental, très agréable. Donc moi, je suis tombé vraiment in love. J'adore le dessin de Ryoko Kui, c'est super cool. C'est clairement ma plus grosse hype du moment, ce titre, en fait, alors que personne n'en parle. Ce qui est juste un petit peu dommage, c'est que le rythme est assez lent. Mais je suis quand même super content que Casterman l'ait édité. Il faut savoir quand même que c'est une série qui, au Japon, à chaque nouveau tome, fait un top 10 dans le top Oricon la semaine de sa sortie. Donc c'est clairement un titre qui est suivi au Japon. D'ailleurs, on a un guidebook qui doit arriver pour fin 2022. J'ai trop hâte de l'avoir aussi parce que j'adore les illustrations de l'autrice. J'espère qu'il va bien sortir chez nous et de toute façon, s'il ne sort pas finalement, je l'achèterai en japonais. Et derrière, on a l'intégrale en 6 tomes de Evil Heart. C'est un un seinen sportif, pardon, avec une vraie dimension sociale. Ça parle d'aïkido, mais pas que. Ça parle aussi beaucoup de relations familiales, etc. C'est un titre que j'ai pas encore lu, mais qui m'a l'air très qualitatif. J'en avais entendu beaucoup de bonnes choses, donc j'ai des grandes attentes et j'ai hâte de le lire. Et on enchaîne avec l'intégrale en 42 tomes de Dragon Ball, dans son édition pastel, qui apparemment commence à coter parce qu'elle est plus commercialisée. Et franchement, ça me fait un peu rire parce que elle est quand même vraiment pas ouf cette édition. C'est probablement la moins bonne édition de Dragon Ball. Euh, alors, j'ai pas grand chose à dire sur Dragon Ball. Je vais pas vous faire l'affront de vous parler du synopsis. J'ai pas un gros attachement en fait pour Dragon Ball. Moi, j'ai découvert les mangas via les œuvres en fait de Togashi au milieu des années 2000. Donc voilà, Dragon Ball c'est un manga qui compte pas vraiment beaucoup pour moi, je l'ai lu assez tard, je le connaissais, mais voilà, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc ouais, Dragon Ball, pas grand chose à en dire. Et derrière, on a l'intégrale en 6 tomes de Kagaster. C'est une lecture qui commence un petit peu à remonter. Donc dans mes souvenirs, j'avais trouvé ça sympathique. C'est clairement pas un incontournable, mais c'est quand même un titre qui a survécu un petit peu à l'épurage de ma collection de ces 2 dernières années. Donc c'est quand même que je lui trouvais certaines qualités. On suit en fait un exterminateur dans un monde où une épidémie a transformé les gens en insectes géants. C'est quand même pas mal mené, il me semblait, au niveau de la narration, du rythme, etc. C'était une bonne petite série en seulement 6 tomes. Alors désolé hein, si la luminosité est pas ouf, mais vraiment il fait pas très beau et actuellement il fait jamais beau, donc je fais au mieux. On enchaîne avec Prisonnier Riku, l'intégrale en 38 volumes. C'est un manga qui me laisse pas indifférent. Sa première partie, donc c'est vraiment les tranches bleues que vous voyez, c'est juste une masterclass en fait pour moi, comme on en voit rarement. C'est ultra puissant dans ses messages. Malheureusement, la deuxième partie, elle est très bien, mais elle est clairement pas au niveau de la première. C'est un peu trop dans le too much, donc c'est dommage. Malgré tout, je suis extrêmement attaché à Riku. En fait, l'histoire, c'est celle donc de Riku, un enfant de 13 ans qui vit dans un Tokyo futuriste. Et ce Tokyo futuriste, il a bien changé depuis une météorite en fait s'y est écrasée. Et le pays est maintenant un peu rongé par tout ce qui est discrimination, corruption, etc. Et suite à un complot, en fait, Riku se trouve incarcéré dans une prison haute sécurité. Et c'est là que l'histoire commence et on va suivre un petit peu sa folle tentative d'évasion. Riku, en fait, en lui-même, ce personnage, c'est un petit peu la force de l'œuvre. C'est un enfant ultra charismatique, ultra rassembleur. C'est un très beau personnage qui ne cesse en fait de se battre un petit peu contre la cruauté de son destin. Et il est vraiment d'une très grande humanité. C'est aussi pour ça qu'il est si rassembleur. C'est un titre vraiment qui est juste magnifique sur sa première partie. Encore une fois, dommage que la deuxième soit peut-être un petit peu moins bonne, mais dans sa globalité, ça reste un excellent titre, un très très bon shonen que je vous recommande. Et on enchaîne avec les 16 tomes actuellement sortis en France de Tokyo Revengers. C'est aussi un titre dont je vais pas trop parler au niveau du synopsis parce que franchement on en a tellement entendu parler en 2021 que voilà, je pense que c'est pas utile. C'est un très bon shonen, j'avais bien accroché à ses débuts, un petit peu avant le buzz, même si j'avoue qu'aujourd'hui c'est un titre, un petit peu un titre parmi tant d'autres en fait dans ma collection
je trouve que le titre s'essouffle beaucoup avec son schéma narratif qui est juste très rébarbatif. Donc ça reste un très bon titre, mais j'avoue que je l'attends un petit peu au tournant à chaque volume pour savoir si vraiment ça vaut le coup de le continuer. Donc après cette petite unpopular opinion, comme on dit sur Tokyo Revengers, on enchaîne avec Hunter x Hunter. Donc j'ai 35 des 36 tomes sortis. Il me semblait à vrai dire que j'avais le tome 36, mais apparemment non. Après je vous avoue que c'est pas vraiment dans mes priorités d'être à jour sur Hunter x Hunter, étant donné le rythme de sortie des volumes. Togashi est quand même dans sa troisième ou quatrième année de pause actuellement, donc voilà, on prend pas trop de risques à prendre un petit peu de retard, d'autant plus que c'est des chapitres que j'ai déjà dû lire. Euh, Si vous connaissez pas Hunter x Hunter, bah juste mettez pause en fait à cette vidéo et allez tout de suite remédier à ça parce que c'est juste un des plus grands shonen. Dommage qu'il y ait ce problème de rythme de sortie, mais sinon c'est vraiment un incontournable en fait. C'est juste un monstre sacré du shonen. Pour moi, il n'y a pas mieux que Hunter x Hunter et One Piece dans ces gros shonen classiques de la fin des années 90, début des années 2000. Euh, j'ai adoré aussi Yu Yu Hakusho de Togashi, même si je l'ai vraiment découvert par l'anime. C'est vraiment mon premier vrai contact avec tout ce qui est manga et anime. Je ne l'ai pas en format papier parce que les éditions elles sont juste affreuses, mais j'attends peut-être un jour une perfect ou une deluxe ou autre pour mettre la fin dessus. Donc voilà, sur Hunter x Hunter, j'espère juste qu'un jour on aura la fin. Voilà, ce serait génial, même si ce nouvel arc entamé il est tellement ambitieux que vraiment je désespère un petit peu de l'avoir un jour. Après, on enchaîne sur Dimension W, l'intégrale en 16 tomes. Faut savoir que je suis pas ultra friand du genre SF, mais ce titre en particulier, je l'aime beaucoup. Il fait partie aussi des incontournables un petit peu de ma collection. C'est un titre qui est très probablement dans mon top 20. Euh, En fait, dans un Japon un petit peu futuriste, autour des années, je crois, 2070, le monde entier a désormais accès à une source d'énergie qui est tout simplement inépuisable. Et on suit un petit peu un rebut de cette société, un chasseur de primes qui s'appelle Kyoma Mabuchi, et qui renie en fait totalement toutes ces avancées technologiques. Et lui, il ne jure que par nos objets un petit peu à nous, les objets de notre génération, qui en fait dans cet univers-là sont donc des vraies antiquités. C'est un titre qui est très intelligent, très recherché, avec vraiment un vrai scénario bien construit, ambitieux, une narration maîtrisée. Kyoma, c'est vraiment un super personnage principal. Il a un passé déchirant. Ça va être vraiment une vraie aventure en fait de le suivre dans son présent, de découvrir son passé, etc. C'est un personnage auquel je me suis beaucoup attaché. C'est aussi un titre, bah voilà, c'est un titre de SF, donc on se pose pas mal de questions un petit peu métaphysiques, etc. C'est très très fort au niveau du dessin. Donc voilà, pour toutes ces raisons, toutes ces qualités, c'est un titre que je vous recommande vraiment chaudement. Il fait partie, voilà, de mon top 20. Et on enchaîne avec la bibliothèque d'Angle, et le premier titre c'est Wolfsmund, l'intégrale en 8 tomes, une série que je dois relire. J'avais jamais lu la fin. C'est un seinen qui est assez dur, assez violent, dessiné et scénarisé par un ancien assistant de Kentaro Miura, même si le dessin n'a rien à voir. C'est un titre historique romancé en plein cœur de l'Europe, donc c'est un contexte assez original. On suit en fait un tyran qui est en quelque sorte un garde-frontière et qui va se donner un malin plaisir de détruire les rêves des personnes qui souhaitent traverser cette frontière justement pour fuir une répression en Autriche. C'est un titre qui est extrêmement riche, original, très violent encore une fois, avec une très bonne narration. J'en ai vraiment des très bons souvenirs, donc il faudrait vraiment que je le relise. Et je le recommande à tous ceux qui aiment les titres historiques, d'autant plus qu'il est encore disponible. Ensuite, on enchaîne avec Hell's Paradise, l'intégrale en 13 tomes, un titre dont on entend de plus en plus parler, aussi avec l'arrivée de son anime, par un ancien assistant, cette fois-ci de Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, Fire Punch, etc. C'est l'histoire d'un ninja qui est arrêté pour de nombreux crimes qu'il a commis, et en fait, on lui offre une possibilité d'échapper à la peine de mort en se rendant sur une île en compagnie de son exécutrice pour y chercher un élixir de vie éternelle. Évidemment, ça va pas être le seul condamné à mort à qui on va offrir cette possibilité-là, et donc il va y avoir une course-poursuite, entre guillemets, pour trouver le fameux élixir, une bataille entre les détenus et en même temps une bataille face à l'hostilité
de cette île-là. C'est un titre que j'ai trouvé très ambitieux au début, avec un beau dessin, mais moi personnellement j'ai trouvé que le dénouement il n'était pas à la hauteur. J'ai quand même de l'affection pour ce titre, mais je trouve que c'est un petit peu un pétard mouillé au final. Voilà, donc il est un petit peu en sellette dans ma collection, c'est peut-être aussi une popular opinion en quelque sorte, mais c'est mon avis. Et on enchaîne avec deux titres de Shinichi Ishizuka, Blue Giant et Blue Giant Supreme. Donc c'est en fait des suites directes. C'est vraiment une série dans sa globalité que j'adore. Donc j'ai l'intégrale de Blue Giant en 10 tomes et je suis à jour sur Supreme avec les 6 tomes sortis actuellement. C'est un seinen sur le jazz. On suit en fait la quête de Dai Miyamoto. C'est un étudiant japonais, tout ce qu'il y a de plus normal, à qui un jour on va offrir un saxophone qui va finalement se découvrir un véritable don pour la pratique et qui va se mettre en quête de devenir le plus grand saxophoniste du monde. C'est très probablement un titre de mon top 15, c'est super bien écrit, les personnages sont intéressants, le dessin est très puissant, c'est d'une régularité remarquable. Et en fait, à chaque fois qu'on croit que le titre est à son meilleur, on se rend compte que chaque nouveau tome en fait surpasse ça. C'est excellent. Je pense que c'est un des meilleurs titres en cours de parution en France. C'est une grosse recommandation. Je vous conseille de le lire. Ensuite, on a Me and the Devil Blues. Le point de départ de ce titre, c'est aussi un peu le jazz. C'est l'histoire romancée en fait de Robert Johnson, qui est considéré par beaucoup de spécialistes comme le plus grand jazzman de tous les temps. Même si, mort à 27 ans, il a en fait composé moins de 30 titres. Euh, Avant d'être un titre sur la musique, au final, je trouve que c'est surtout un thriller extrêmement haletant. On a une narration qui est incroyable et qui nous balade en fait frénétiquement. La tension, elle est toujours palpable. C'est un titre très impactant que j'ai lu récemment et ça a été une bonne petite claque. Le seul problème, c'est qu'on n'aura probablement jamais la fin parce qu'en fait, le titre est stoppé même au Japon. En tout cas, ça doit faire 7 ans qu'on n'a pas eu de tome sorti au Japon. Et le dernier tome sorti au Japon, le tome 5, n'est pas sorti en France non plus. Et on enchaîne sur Born to be on Air. J'ai 2 tomes sur les 8, je crois, actuellement sortis en France. C'est un titre d'Hiroaki Samura, l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Donc le dessin est juste sublime. On suit une femme en tant que personnage principal qui est ultra charismatique et qui se lance dans la radio et à qui il arrive souvent des histoires assez invraisemblables. C'est assez dur à décrire, assez particulier, assez bavard et j'ai pas trop accroché pour être honnête, mais j'ai tellement envie de découvrir ce titre quand même et d'y accrocher que je pense que je lui laisserai une deuxième chance prochainement. Et on continue avec Trait pour Trait, l'intégrale en 5 tomes. C'est un manga autobiographique d'Akiko Higashimura qui est centré en fait sur sa relation avec son professeur de dessin de son enfance en quelque sorte jusqu'à la genèse de sa carrière de mangaka. Donc Akiko Higashimura, c'est l'autrice notamment de Princesse Jellyfish, du Tigre des Neiges, de Tokyo Tarareba Girl. C'est une très bonne autrice, j'adore ses titres. Euh, et Trait pour Trait, c'est une œuvre d'une grande sincérité qui peut être parfois très drôle, mais parfois très touchante aussi, et avec une ambiance unique de nostalgie douce amère tout le long du titre. C'est un titre vraiment avec un petit quelque chose en plus que je vous recommande vivement, que vous connaissiez l'autrice ou non. C'est l'une des meilleures séries terminées en 2021 pour moi. Derrière, on a High Score Girl, l'intégrale en 10 tomes. C'est un mélange de romance et de slice of life, et surtout c'est une formidable déclaration d'amour envers le rétro gaming. En fait, on y suit donc au début des années 90 Haruo, qui est un élève de primaire passionné pur et dur de jeux vidéo, qui passe tout son temps dans les salles d'arcade au Japon, et ça va vraiment être le territoire principal du titre. On va suivre son évolution sur une dizaine d'années, ainsi que l'évolution du jeu vidéo au Japon, et surtout le bouleversement dans sa vie lorsqu'il va rencontrer Akira, une de ses camarades de classe, riche et brillante élève, mais qui est aussi fan de jeux vidéo, qui a la particularité d'être muette. En tout cas, elle va pas s'exprimer tout au long de l'œuvre. C'est une histoire qui est vraiment super mignonne, et je suis vraiment pas trop sujet à ce genre de choses d'habitude, mais là, ça m'a juste pris au cœur. C'est touchant, c'est drôle, ça déborde de passion pour le jeu vidéo. Je l'ai découvert via l'animé sur Netflix, qui est fabuleux. Ça a été une bulle d'oxygène en fait pendant le premier confinement. C'est une très grosse recommandation. Voilà, j'adore ce titre, je vous le recommande. Derrière, on a Comet Girl, l'intégrale en 2 tomes. C'est une œuvre toute en couleur assez récente, mais clairement aux vibes un petit peu années 80. C'est juste magnifique, le dessin il est incroyable. C'est un de mes coups de cœur de 2021. Et on suit en fait une espèce de course-poursuite interplanétaire où le personnage principal, Sazan, va essayer de se porter un petit peu, comment dire, de protéger Mina, qui est une jeune femme poursuivie par les pirates du monde entier parce qu'elle détient un pouvoir incommensurable.
C'est vraiment un titre ultra rythmé, ultra punchy, pardon. C'est une belle réussite, c'est un titre que je vous recommande également. Les trois autres titres qu'on a derrière, je vais pas spécialement en parler parce que j'ai juste les premiers tomes. On a des références, on a SPOP qui lui n'en est pas forcément une, mais qui m'a pas forcément marqué. Je vais juste vous parler rapidement de Réimp. C'est aussi une nouveauté intéressante de 2021 où on suit une jeune femme championne de judo qui, suite à une blessure, doit renoncer en fait à son rêve de participer au JO et qui décide de s'investir alors corps et âme dans son autre passion, le manga, en se lançant dans le monde de l'édition. C'est vraiment une battante qui est très spontanée et qui va faire des merveilles en fait dans le monde de l'édition. Le dessin est assez faible, par contre techniquement c'est très intéressant, on en apprend beaucoup sur le monde de l'édition, d'autant plus que c'est moins romancé qu'un Bakuman dont on parlera plus tard. Le titre est toujours en cours au Japon, il est assez long, donc j'attends la suite pour voir si vraiment ça vaut la peine de continuer, mais c'est plutôt encourageant. Et on enchaîne avec une étagère 100% lézard noir que se partagent deux auteurs. On a d'abord Mochizuki avec Chisakobe et Tokyo Kaido. Chisakobe, l'intégrale en 4 tomes, c'est vraiment un titre que j'ai beaucoup aimé où on suit un jeune charpentier qui en fait perd ses parents et l'entreprise familiale en même temps dans un incendie et qui va essayer en fait de faire renaître cette entreprise de ses cendres tout en prenant sous son aile des orphelins avec l'aide de son ami d'enfance. C'est une très belle œuvre qui m'a touché, qui retranscrit à merveille les particularités des sentiments japonais entre nostalgie et quiétude. C'est d'une belle justesse, c'est un titre que je conseille, l'édition est magnifique, le dessin est particulier mais il est très réussi, bref c'est un très bon titre. Ensuite on a Tokyo Kaido, donc du même auteur, où on suit l'histoire d'un docteur spécialisé sur le cerveau et de 4 enfants ayant des troubles mentaux différents. C'est un mélange de drame et de comédie. Donc j'ai l'intégrale en 3 tomes et je dois avouer que ça m'a beaucoup moins touché en fait que Chisakobe, ça a beaucoup moins fonctionné sur moi. J'aime un peu moins ce titre, je suis content de le posséder quand même dans ma collection, mais voilà, il est moins marquant à mes yeux, je le recommande nettement moins. À côté, on enchaîne cette fois-ci avec les œuvres de Shinzo Keigo, un auteur que j'aime beaucoup. On commence avec Tokyo Alien Bros, l'intégrale en 3 tomes. C'est mon premier titre de Shinzo Keigo, le premier que j'ai lu. C'est un slice of life en fait autour de deux extraterrestres envoyés sur Terre pour voir si leur race en fait pourrait s'y installer. C'est juste un plaisir en fait de voir deux personnages essayer de décrypter les particularités humaines alors qu'ils n'y comprennent rien. C'est un titre drôle, touchant aussi. J'adore le trait un peu clair et doux de l'auteur. C'est un très bon titre que je recommande en seulement 3 tomes. Ensuite, on a Summer of Lave, c'est un one-shot, histoire de deux amis dont l'amitié va être mise à rude épreuve quand en fait leur bourgade va totalement changer suite à une éruption volcanique qui va en faire une station balnéaire touristique. C'est à nouveau une tranche de vie sociale comme en fait Shinzo Keigo sait en faire et comme il en fait systématiquement. C'est assez juste, c'est bien traité. Ça montre en fait comment les gens changent au contact des autres. C'est un peu un thème récurrent chez Shinzo Keigo. C'est un bon one shot pardon, sympathique que je recommande. Euh, En haut, on trouve Holiday Junction. C'est un recueil d'histoires courtes, toujours du même auteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein d'histoires différentes, plus ou moins longues. C'est un bon complément si vous aimez le travail de l'auteur. J'ai trouvé que c'était un très bon recueil, il m'a pas mal plu. On a aussi un autre one-shot en haut, l'auto-école du collège Moriyama, toujours une tranche de vie sociale qui parle de l'histoire d'un jeune adulte qui s'intéresse vraiment pas aux autres et qui va évoluer en fait lorsqu'il va rejoindre une auto-école tenue par des yakuza. C'est un petit peu particulier, un petit peu bordélique. On a toujours ce thème des gens qui changent au contact des autres. C'est sympa, mais c'est probablement le titre de l'auteur que j'ai le moins apprécié. Après, c'est sa première œuvre, donc on peut aussi comprendre qu'elle soit un petit peu moins maîtrisée. Et ensuite, on a Mauvaise Herbe, l'intégrale en 4 tomes. C'est probablement le grand titre de l'auteur à lire. Mais moi, c'est le dernier dont j'ai fait l'acquisition, donc je ne l'ai pas encore lu. C'est un drame, en fait, qui raconte la rencontre entre une jeune ado fugueuse qui se prostitue avec un policier à qui elle va rappeler sa fille décédée et qui va essayer de la tirer un petit peu de cette mauvaise passe. On est toujours autour des mêmes thèmes. Les retours sur ce titre, ils sont vraiment dithyrambiques, donc j'ai hâte de le lire. Ça va être probablement une de mes prochaines lectures. On enchaîne avec Monster, l'intégrale en 9 volumes, l'édition Deluxe chez Big Kana de Naoki Urasawa, donc un très grand auteur que je pense la plupart d'entre vous connaissent. Je l'ai lu il y a de nombreuses années, on suit l'histoire du docteur Tenma, à qui tout réussit, et qui un jour va être amené à choisir qui sauver entre un jeune enfant dont les parents ont été assassinés et le maire de la ville. Et en fait, suite à ce choix, sa vie elle va drastiquement changer. Je ne veux pas en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler le titre. C'est vraiment un chef-d'œuvre du thriller.
manga d'enquête par Naoki Urasawa. C'est un manga qu'il faut lire en fait tout simplement. J'adore le travail de Naoki Urasawa, même si j'ai pas tant de ses titres que ça. Celui que j'ai vraiment très envie de découvrir après Monster, c'est Pluto, donc il faudrait que je mette la main dessus. Et j'ai aussi Mujirushi, donc le titre en collaboration avec le musée du Louvre, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Derrière, on a un roman qui explique un petit peu le succès de Jojo. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. On a le tome 1 de Akira, que je n'ai pas lu non plus parce que j'aimerais avoir l'intégrale, donc je ne vais pas en parler. Et on a ce one-shot Gogless que j'ai lu il y a très longtemps, et je pense qu'il faudrait que je le relise parce que à l'époque ça m'avait pas marqué. C'est plusieurs histoires courtes de mémoire. Il faut vraiment que je le relise. C'est un titre qui est a priori assez bon, donc je vous en parlerai peut-être quand je l'aurai relu. On enchaîne avec l'intégrale de A Silent Voice en 7 tomes. C'est l'histoire d'une jeune élève sourde qui se fait en fait harceler par ses camarades de classe. J'ai envie de dire un petit peu début de série typique au Japon. Et en fait, suite à certains événements, l'ensemble des harceleurs va se retourner contre son plus grand bourreau, qui va lui aussi se retrouver isolé à son tour. Et des années plus tard, on retrouve donc ce personnage qui a appris la langue des signes et qui part à la recherche de la jeune fille un petit peu en quête de rédemption. C'est un très beau titre avec de très beaux messages. C'est un petit peu devenu un incontournable, j'ai l'impression. Il y a eu un film, etc. Ma lecture, elle date un petit peu, mais c'est vraiment une belle œuvre dans mes souvenirs que je recommande pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça avait été une petite claque à l'époque où je l'avais lu. Ensuite, on enchaîne avec Seven Seeds. Donc, j'ai les 10 tomes sortis en France, à savoir que l'édition avait été stoppée très rapidement. En réalité, il y a 35 tomes sortis au Japon. C'est un manga de Yumi Tamura. C'est un josei euh, qui a été vraiment important en fait dans mon développement en tant que lecteur. Je l'ai découvert en 2013 et c'était un petit peu un challenge que je m'étais lancé à l'époque de lire un titre qui était différent de ce que je lisais actuellement, notamment avec des dessins qui n'étaient pas très accessibles, vraiment dans un style très shoujo. Mais en fait, Tamura, c'est une autrice incroyable. Elle a peu d'équivalent, franchement, en termes d'écriture et de narration. C'est aussi un peu un titre qui a changé mon rapport au manga. Euh, et le marché actuel me fait un petit peu espérer une potentielle réédition de ce titre. Franchement, j'adorerais ça. Le pitch en fait du titre, c'est on suit 4 groupes de 7 personnes qui se réveillent sur notre Terre après avoir été cryogénisés. Le problème en fait, c'est que la Terre ne ressemble plus du tout à ce qu'ils ont connu et aucun des membres de ces groupes n'est au courant de la situation. C'est en quelque sorte un survival qui est vraiment mené brillamment et comme je l'ai dit, le scénario est juste incroyable. J'aimerais vraiment découvrir la suite. Ensuite, on a Don't Call It Mystery. C'est aussi un titre de Yumi Tamura qui a été édité très récemment par Nueve Graphics. Donc j'ai les 3 tomes actuellement sortis en France. C'est toujours en cours au Japon où d'ailleurs c'est un véritable succès. Euh, c'est clairement un best-seller. On le voit toujours dans le top Oricon. Ça se vend très bien. Ça a été primé. C'est un manga d'enquête. Je vais pas le pitcher parce qu'en fait c'est très compliqué d'en faire un résumé. Mais à nouveau, c'est porté par une narration et une écriture made in Tamura, j'ai envie de dire. C'est très qualitatif, c'est une grosse recommandation à nouveau. Et ensuite, on a Dédale, l'intégrale en 2 tomes. C'est à nouveau un excellent diptyque, comme j'en ai déjà présenté d'autres. C'est l'histoire en fait de 2 débuggeuses qui bossent pour une société de jeux vidéo et qui se retrouvent bloquées dans un labyrinthe sans explication apparente. C'est aussi en quelque sorte un survival qui ressemble à aucun autre. C'est unique, c'est ingénieux. Il est porté par de très bons personnages féminins. C'est un peu un titre hors du temps. C'est à nouveau une grosse recommandation. Franchement, en seulement 2 tomes, il ne faut pas hésiter. Et il me semble qu'il y a une intégrale qui est sortie à vérifier, mais enfin, je recommande en tout cas. On passe maintenant à Basara. Alors, j'ai pas l'intégrale. La série fait 27 tomes. Il me manque 3-4 tomes plic-ploc parce qu'elle est maintenant très difficile à réunir. Et je suis un peu déçu d'ailleurs parce que je suis un petit peu passé à côté à une époque où j'hésitais à me la prendre, elle était encore trouvable, et maintenant c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est à nouveau un titre de Yumi Tamura, c'est son shoujo d'aventure un petit peu épique. J'ai une très grosse attente sur ce titre. Je vais pas en dire plus parce que je l'ai pas lu, j'attends de compléter donc, mais vraiment c'est un titre dont j'attends beaucoup et dont je vous parlerai sûrement sur Instagram quand je l'aurai lu. Et ensuite on a La Mosca, l'intégrale en 7 tomes, c'est un titre coréen. En fait, on se trouve dans un monde où la caféine a été élevée au rang de drogue et on a une compagnie toute puissante
qui exploite cela et qui envoie des bateaux entiers d'ouvriers un petit peu à l'abattoir sur une île inconnue pour récolter ce café justement. Mais on se rend compte en fait que la vérité elle est tout autre. C'est une île qui est extrêmement hostile et alors on se retrouve à nouveau dans un espèce de survival. Ça mériterait une relecture parce que je l'ai lu il y a plusieurs années mais j'en ai un plutôt bon souvenir. C'est un titre de qualité avec un très bon rythme et une bonne narration. Donc voilà, si vous aimez le genre survival, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Et on passe à la dernière étagère. Encore une fois, un petit peu désolé pour la luminosité qui est assez mauvaise. On commence avec Bakuman, l'intégrale en 20 tomes. C'est clairement mon manga préféré du duo Obata-Oba. Sachant qu'Hikaru no Go n'est pas une œuvre commune aux deux auteurs, c'est que Takeshi Obata, si je dis pas de bêtises. C'est un shonen neketsu sur fond de romance. On a vraiment tous les codes du shonen neketsu. On suit en fait l'ascension d'un duo dessinateur-auteur dans le Weekly Shonen Jump, donc le célèbre magazine de prépublication au Japon. C'est un titre que j'avais adoré dans mon adolescence, qui mériterait peut-être une relecture maintenant. C'est extrêmement romancé, mais malgré ça, c'est quand même une bonne porte d'entrée un petit peu sur le milieu de l'édition au Japon. Attention, ça reste quand même très spécifique au gros magazine qu'est le Weekly Shonen Jump. Je suis pas sûr qu'on puisse dupliquer un petit peu techniquement tout ce qu'on apprend à tous les magazines de prépublication au Japon. Mais voilà, c'est un bon titre que je recommande, sachant que je ne suis pas spécialement fan en fait de ce duo. On est à nouveau un petit peu sur une unpopular opinion, mais voilà, moi par exemple, tout ce qui est Death Note, ça m'a pas plus marqué que ça honnêtement. Et alors je parle même pas de Platinum Man qui ne m'intéresse, mais alors pas du tout. Et le dernier titre, c'est L'Escadrille des Nuages, c'est l'intégrale en 4 tomes. J'ai pas grand chose à en dire, honnêtement. En fait, je l'ai pas lu pour être honnête. Je l'avais pris parce que c'est par l'autrice, donc Aki Shimizu, du manga Suikoden 3, que j'adore, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. C'est son premier titre, hein, je crois, donc c'est probablement pas d'une grande profondeur. Mais voilà, j'avais envie de l'avoir dans ma collection. J'étais tombé dessus d'occasion, donc il faudra que je le lise à l'occasion pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et donc voilà pour la présentation d'une bonne partie déjà de ma collection. Je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être déjà très longue. Donc en résumé, je vous ai présenté déjà cette étagère, celle-ci et la petite étagère d'angle juste ici. Et dans la prochaine vidéo, on fera ces deux grandes là parce qu'il y a encore pas mal de pépites dont on peut parler. On se retrouve très rapidement du coup pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo, salut!